Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture donc, et le premier de 2024 pour vous. Je dis pour vous parce que moi je le tourne, on est encore en 2023 et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo de l'année du coup, je suis en retard sur mes updates. Malgré le fait que je vous ai présenté 6 livres dans la dernière vidéo de l'année, je suis quand même en retard et il y a des livres que j'ai lus au mois de octobre je crois. Ouais, je crois que le premier que je vous montre, je l'ai lu en octobre. Voilà, j'ai encore des livres que j'ai lus en octobre dont je vous ai pas parlé en update. Mais le dernier, je l'ai lu fin novembre. Oui, comme j'ai retiré pas mal de livres que je vous ai montré dans une vidéo avant, du coup on va un peu balayer quasiment tout le mois de novembre dans cette vidéo. Et du coup dans cette update, on a 4 livres que j'ai terminés. Oui, mais pas forcément 4 livres que j'ai surkiffé de ouf. Honnêtement, je pense que c'est des livres que j'ai terminés certes, mais que j'ai pas vraiment aimé. Je vous les montre quand même en update, puisque je parle des livres que j'ai abandonnés, donc je parle des livres que j'ai terminés, que je les ai réellement appréciés de ouf ou pas. Mais ouais, c'est pas vraiment des excellentes lectures dans cette update, mais ça reste des livres que j'ai terminés, donc on y va. Le premier, c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 14, à la recherche de la princesse Anastasia, de Irene M. Adler, et je me tâte sérieusement à arrêter la saga Sherlock Lupin et moi, vraiment parce que chaque tome me déçoit un peu plus, chaque tome est encore moins bien que le précédent, et depuis le tome 10, 9 ou 10 par là, je les trouve vraiment pas ouf, et à chaque fois, comme je dis, c'est de moins en moins bien pour moi. On en est au tome 14. Honnêtement, je pense pas que je pourrais continuer. J'ai un peu l'impression que les auteurs continuent la saga parce qu'elle marche et parce que ça se vend bien. Mais en vrai, ils ont quasiment plus d'idées et ça part un peu en sucette, selon moi. Vraiment, ici, c'est pas Irene Adler qui raconte. Le nom de l'autrice a changé, c'est Irene M. Adler. C'est une... on est 50 ans après le tome 13, un truc comme ça, vraiment. Donc Irene Adler qui avait entre 12 et 13 ans dans le tome 13. On a ici 60, 65, pas loin. Et elle a, du coup, très rapidement, on te fait un petit historique de ses 50 années, tu vois. Et donc, du coup, elle a adopté plus ou moins une jeune fille. Et c'est cette jeune fille qui nous raconte l'histoire ici. Voilà. Il est question, donc, du coup, d'aller à la recherche de la princesse Anastasia avec Irene Adler qui est donc âgée, Sherlock et Lupin qu'ils vont retrouver mais qui sont âgés. Il y a aussi tout un historique de relations entre eux qui a pas mal dégénéré, on va dire, dans les derniers tomes quand ils avaient 12-13 ans et qui n'est toujours pas résolu 50 ans plus tard. Et en fait, mettre autant de temps entre les deux tomes, moi je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas les éléments, c'est très loin, c'est très flou. Vraiment, j'ai pas aimé ce bouquin-là. J'ai quand même été au bout parce que ça se lit quand même vite et que c'est quand même une petite enquête. Mais franchement, l'histoire est pas ouf ici. Je sais pas ce que ça va donner pour le tome 15. Je l'ai dans ma bibliothèque, il faudrait que je regarde si le tome 15 reprend la suite chronologiquement de ce tome 14 ou si on revient en arrière. Si on revient en arrière, je le lirai. Mais si on revient pas en arrière, honnêtement, je pense que je vais arrêter la saga ici parce que j'aime de moins en moins. Et que, alors qu'au début j'adorais retrouver cet univers, retrouver ces personnages, avoir ces petites enquêtes dans Londres, dans Paris et tout, bah là aujourd'hui c'est un peu une corvée de lire les bouquins et c'est vraiment dommage d'en arriver là. Mais ouais, franchement je suis très déçue de la direction qu'ont pris les auteurs. Parce que pour rappel c'est écrit par 2 hommes cette saga. Je suis très déçue des choix qu'ils ont fait, de la direction qu'ils ont prise, des histoires qu'ils mettent en place. Plus ça va et moins ça va en fait. Vraiment je suis très très déçue. Peut-être que je tenterai quand même le tome 15. Peut-être pas, je sais pas. En tout cas, mon conseil ce serait de lire la saga jusqu'au tome 10 ou 11 et puis après d'arrêter parce que après ça part en cacahuète. Vraiment. Ensuite j'ai lu La guerre des clans, le tome 5 du cycle 1, donc sur le sentier de la guerre de Erin Hunter. Ce qui est assez bizarre avec cette saga, c'est que ça s'appelle La guerre des clans. Mais là on est au tome 5 du cycle 1 et il n'y a toujours pas eu de réelle guerre en mode bataille, en mode mort et sang, il n'y a pas. C'est l'histoire de chats qui vivent dans la forêt, mais il n'y a pas de réelle guerre, de réelle bataille. Et ici, la guerre est en train de plus ou moins se déclencher, comme le titre l'indique. C'est pas un reproche à la saga, c'est une saga que j'aime bien. Je mets quand même du temps à lire ces livres, mais je suis bien dans l'univers, je suis bien dans l'ambiance. C'est pas la saga jeunesse la meilleure, la plus ouf, la plus dingue selon moi. Mais j'aime bien retrouver cet univers à chaque fois. Alors que dans la vraie vie, je suis pas très très chat. Moi je suis team chien dans la vraie vie, c'est comme ça. Non, dans la vraie vie, dans la vie quoi, enfin bref.
Et aussi, plus j'avance dans la saga, plus c'est difficile de vous en parler parce que les personnages évoluent quand même pas mal au cours des tomes. Le temps passe assez vite dans la saga et donc le point de départ de la saga est très loin de ce qui se passe ici. Et pour vous donner un ordre d'idée, on suit 4 clans de chats qui vivent dans la forêt. Donc il y a à chaque fois, j'oublie le... Enfin à chaque fois il me manque des noms, donc je vais essayer de les trouver ici. On a le clan du tonnerre, qui est le clan qu'on suit principalement, le clan de l'ombre, le clan du vent et le clan de la rivière, il me semble, même si ce n'est pas écrit. Pourquoi c'est pas écrit le... Ah si, le clan de la rivière, c'est ça. Voilà, donc il y a 4 clans, la forêt est divisée en 4, et donc on a des chats sauvages qui vivent dans la forêt et qui sont organisés. Et au tout début, on a un chat domestique qui va se balader dans la forêt et qui tombe sur ses clans et qui finit par se faire adopter par donc le clan du tonnerre qu'on va principalement suivre, et on lui donne un nom qui s'appelle Nuage de Feu au début du... Nuage de Feu il me semble. Bref, je ne sais plus, un truc comme ça. En tout cas, à un moment donné, il s'appelle Nuage de Feu. Et ce qui est difficile, c'est que à chaque étape de la vie des chats, donc quand le chat naît, on lui donne un nom. Quand il devient apprenti, on lui donne un nom. Quand il devient guerrier, on lui donne un nom. Quand un des chats accède au rang de lieutenant de la tribu, il a un autre nom. Et quand le chat accède au stade de chef de la tribu, donc c'est pas tous les chats qui deviennent lieutenant ou chef, mais quand ça arrive, il rechange de nom. Et donc en fait ici, il s'appelle plus du tout Nuage de Feu, il a changé de nom entre temps, tu vois, et du coup, je peux pas vous donner son nom, sinon ça vous spoil sur qu'est-ce qu'il va faire et où il va arriver dans le clan, vous voyez. Et il y a aussi des fois où quand tu deviens guérisseuse, ou guérisseur, tu changes de nom. Et il y a aussi des fois quand tu deviens vétéran, donc quand tu peux plus te battre parce que tu es trop vieux ou parce que tu t'es blessé, bah tu changes de nom. Genre il y en a un, il s'appelle Un œil, parce qu'à un moment donné dans une bataille, je suppose, il a perdu un œil. Mais quand il est né, il s'appelait pas Un œil, parce qu'il avait 2 yeux quand il est né. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il change de nom pas mal comme ça. C'est hyper intéressant, c'est assez cool. L'univers est vraiment bien construit, c'est vraiment sympa. Et donc dans chaque tome, il y a, ça avance l'histoire globale et puis il y a de petites histoires qui se mettent en place. Mais c'est très difficile de vous dire précisément ce qui se passe dans ce tome-là, parce que ça va vous spoiler. Le point de départ de ce tome-là est hyper éloigné du point de départ du tome 1, donc ça spoilerait tout, vraiment. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup, c'est une saga que je mets du temps à lire. C'est pas une saga que j'ai envie d'enchaîner, de lire, je sais pas, 3-4 tomes par an. Mais j'avance bien, et je trouve ça assez chouette, vraiment. J'ai déjà acheté les livres du cycle 2, donc quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au cycle 2. Il y a 5 cycles en tout, plus des hors-série, en tout cas d'après ce qui a marqué derrière ce tome-là. Peut-être que depuis il y a eu un cycle 6, ou je ne sais pas. Mais c'est une saga vraiment assez longue, mais j'aime bien. Je trouve que c'est très chouette à lire. Après, c'est jeunesse, oui, mais je vous montre là, on a des chats aux entrées de chapitre. C'est pas toujours les mêmes, il me semble. Voilà, là il y en a un autre par exemple. Sinon le livre est pas illustré. Et donc je disais, c'est jeunesse, oui, mais pas trop jeunesse non plus. C'est-à-dire à partir de peut-être 10 ans, 10-12 ans, par là. Vous voyez, pas avant, parce que ça reste quand même des gros livres à lire, c'est quand même pas illustré. Et peut-être que 10-12 ans c'est même encore un peu jeune. Il y a quand même des scènes de bataille, il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages qui sont extrêmement blessés, il y a des scènes quand même assez violentes. Mais quoi qu'il arrive, ça reste de la jeunesse. C'est pas du young adulte, c'est vraiment jeunesse. Peut-être middle grade, mais on n'a pas de terme en français qui correspond à ça. Mais ouais, peut-être 12-15 ans. Vous voyez, le young adulte c'est après. Là je dirais 12-15 ans, c'est... Voilà. Ensuite j'ai lu Cartes sur table de Agatha Christie, et c'est malheureusement un des Agatha Christie que j'aime le moins. Je l'ai trouvé lent, très lent, très long, et pas hyper intéressant. L'enquête piétine, c'est... Après c'est la construction de l'enquête et de l'histoire qui fait ça, mais vraiment j'ai trouvé ça... J'avais l'impression qu'on pataugeait un petit peu pendant les 3 quarts du bouquin, et que bim bam boum, d'un coup à la fin, faut finir l'histoire, donc hop, c'est fini. Voilà, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. En gros, on suit Hercule Poirot. Donc c'est un Hercule Poirot qui au début rencontre un homme un peu bizarre, qui lui explique toute une théorie qu'il a sur les criminels. Et sur le fait que la plupart des criminels, selon lui, réussissent à passer entre les mailles du filet, et que non seulement la police ne les arrête pas, mais qu'en plus, la police ne sait même pas qu'ils ont tué quelqu'un. C'est sa théorie, et il invite Hercule Poirot,
un dîner auquel il a invité 4 limiers. Donc il y a Hercule Poirot, enquêteur privé, il y a un militaire anglais, il y a un membre de la police et il y a une autrice de romans policiers. Et de l'autre côté, il a invité 4 personnages qui selon lui, enfin 4 personnes qui selon lui ont déjà tué. Donc il y a 2 hommes et 2 femmes, il me semble. Voilà, donc les présente, c'est assez bizarre, c'est assez lourd au début parce qu'on présente tous ces personnages, ça fait beaucoup de nouveautés, beaucoup de trucs. Vous voyez, il n'y a pas juste Hercule Poirot qui va enquêter sur un mort. Il y a tout un dîner avec plein de personnages, c'est assez flou au début. Et donc le dîner a lieu et malheureusement, au cours de ce dîner, l'hôte est retrouvé mort. À la fin du dîner, on le retrouve mort dans un endroit, je ne peux non plus tout vous dire. Et donc, les 4 limiers vont enquêter. Parce que les principaux accusés, ce sont les 4 autres personnes qui ont été invitées. Et évidemment, le militaire, il est au-dessous de tout soupçon. Le gars de la police, pareil. L'autrice de roman, bah, non seulement c'est une femme, mais alors en plus, elle est a priori non violente. Ouais, du coup, elle est au-dessus de tout soupçon aussi. Et Hercule Poirot n'est pas soupçonné non plus. Et donc, en fait, les 4 ont plus ou moins mené leur enquête en parallèle sur les autres. Du coup, il y a pas mal de fois le cliché qui revient de bah non mais c'est une femme, elle peut pas avoir tué, le meurtre nécessite beaucoup de force, beaucoup de violence, une femme ne pourrait pas faire ça. Ce sont des réflexions qui m'agacent un petit peu, mais je sais que c'est du Agatha Christie, que c'est pas du tout récent, que ça a été écrit à une époque où bon bah c'était comme ça, tu vois, c'est encore comme ça aujourd'hui. Voilà, mais ouais, vraiment j'ai trouvé, du coup en fait, toute l'enquête met beaucoup de temps à démarrer, et comme on enquête sur 4 personnes en même temps, c'est vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça pas ouf. Voilà, et puis bah du coup, à la fin, j'ai eu l'impression que l'autrice voulait pas faire un livre trop long, il fait 220 pages. Du coup, elle s'est dit vite, il faut que je conclue. Et la conclusion n'est pas à la hauteur de ce que Agatha Christie était capable de faire en fait. Pour avoir lu déjà plein de Agatha Christie, il y a des fois il y a des chutes et des révélations qui sont absolument géniales, tu vois, que t'as absolument pas vu venir et c'est trop cool à lire. Là, je suis un peu restée sur ma faim, mais bon, ça reste un Agatha Christie, donc c'est pas non plus totalement nul, et encore une fois, c'est un livre que j'ai fini, mais c'est pas le meilleur de l'autrice, quoi. Et enfin, pour cette update, j'ai lu Les Sentinelles, donc le tome 3, Fièvre de sang, de Alexandra Ivy. C'était mon dernier livre du mois de novembre, que j'ai même fini début décembre, parce que j'ai un peu eu du mal à lire ce bouquin. J'adore Alexandra Ivy, c'est marqué sur la couverture, c'est l'autrice des Gardiens de l'Éternité que j'ai absolument adoré. Mais alors ici, j'ai trouvé ça très long, très mou. Dans cette saga, on suit des personnages qui ont des pouvoirs. Il n'y a pas de vampires comme dans son autre saga, Les Gardiens de l'Éternité par exemple. Il y a des gens qui ont des pouvoirs, qui peuvent lire dans les pensées, influencer les pensées, voir les souvenirs des gens en les touchant ou en touchant des objets, ce genre de pouvoir. Et donc évidemment les humains, quand ils ont découvert l'existence de ces personnes-là, ils étaient un petit peu peureux et pas très chauds. Donc les créatures leur ont dit, pas de panique, on a créé un lieu qui s'appelle Valhalla, et dans laquelle on vit tous ensemble et on se rassemble tous ensemble. Et il y a très peu de personnes comme nous qui vivent avec vous dans votre communauté, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, et donc les sentinelles, c'est un petit peu c'est un petit peu l'armée de ces créatures-là. Voilà, ils sont entraînés depuis toujours à se battre et tout pour protéger les leurs. Et il y a aussi une sous-catégorie des sentinelles qui sont les assassins, et donc qui sont formés à tuer. Voilà, c'est un peu du haragage, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça. Et nous, on suit donc dans ce tome-là Bass, qu'on a rencontré dans le tome 2, et qui est un assassin qui vit parmi les humains, qui vit caché de Valhalla. Normalement, il n'a pas vraiment le droit de faire ça et de faire toutes les activités un petit peu illégales qu'il fait, mais il arrive à passer entre les mailles du filet. Il a eu une fille il y a 4 ou 5 ans, je crois, avec une jeune femme qu'il a rencontrée une fois. Voilà, il l'a vue une fois, un soir, une nuit. La meuf s'est barrée, elle est revenue 9 ans plus tard, elle lui a dit tiens, c'est ta gamine, je te la donne, et elle s'est rebarrée, et donc parce qu'il élève son enfant depuis 4-5 ans tout seul. Et là, au début de ce tome 3, cette jeune femme qui s'appelle Mist vient voir sa fille. Donc du coup, il est un peu en mode elle est mignonne, elle est gentille, mais c'est ma fille, enfin c'est moi qui l'ai élevée depuis 4 ans, la meuf elle débarque et tout, pas très chaud. Mais en même temps, comme on est dans un Alexandra Ivy, évidemment, il est extrêmement attiré par elle, il est extrêmement amoureux d'elle, et il a ce côté d'homme des cavernes protecteur envers elle, et donc il veut l'aider, parce que si elle a fui et si elle a abandonné sa fille, évidemment, il y a
une raison. Et donc on les suit là-dedans, dans comprendre pourquoi elle a abandonné sa fille. Déjà il y a toute une explication à ça. Et ensuite l'aider pour résoudre cette situation et donc qu'elle puisse vivre normalement parce que toute sa vie elle fuit en fait. Il y a quelqu'un qui la poursuit, qui la pourchasse et elle fuit tout le temps. Donc c'est pour ça qu'elle a abandonné sa fille parce qu'elle pouvait pas faire ça avec sa fille et elle ne voulait pas mettre sa fille en danger. Bref. Et donc voilà, on suit ça. Sauf que c'est très long. Vraiment, il y a comme une boucle en fait qui se répète encore et encore et encore. Et c'est vraiment dommage. Et aussi, c'est un des livres de Alexandra Ivy, si ce n'est le livre de Alexandra Ivy, pour lequel je me suis le moins attachée au personnage. Je suis pas vraiment attachée ni à Bass, ni à Myst, vraiment. Ils sont sympas, hein, mais franchement, par rapport à d'autres personnages qu'elle a créés, à d'autres personnages que j'adore, comme Viper par exemple, bah ça fait pas le poids, quoi. Enfin, vraiment, c'est beaucoup moins bien. Et aussi, l'espèce de révélation wonderful finale, bah je l'ai deviné à peu près à la moitié du bouquin, quoi. Voire même avant. Du coup, bah franchement, c'était pas ouf, quoi. Enfin, c'est dommage. Et encore une fois, c'est un tout. Vous voyez, si je devine à la moitié du bouquin la révélation finale, mais que j'adore les personnages, que je passe un super bon moment, que je trouve ça trop cool, c'est pas grave, tu vois. Si j'aime pas trop les personnages et que je trouve ça pas ouf, mais que la révélation finale, je la vois pas venir et je la trouve dingue, ça passe. Vous voyez, mais le tout fait que, bah, c'était pas non plus, c'est pas le meilleur de l'autrice. Loin de là, et après avoir lu ce tome 3, je comprends pourquoi il n'y a pas de tome 4, et aussi et surtout, j'étais beaucoup plus intéressée par une histoire qu'il y a entre deux personnages secondaires, qui sont le Tagos, donc le chef des sentinelles, et la Maeve, donc la chef de Valhalla. Il y a une petite histoire entre eux, tu vois, et j'aurais adoré qu'on ait un tome sur eux, mais on l'aura pas, parce que du coup ce tome 3 c'est le dernier de la saga, et après, l'autrice n'a jamais écrit le tome 4, et en fait, du coup, la Maeve et le Tagos, c'est pas leur nom, c'est pas leur prénom, hein, c'est leur titre. On les voit de temps en temps, ils interviennent dans l'histoire et tout. Et j'étais beaucoup plus intéressée par eux que par les personnages principaux. Du coup, honnêtement, pour moi, c'est le moins bon de l'autrice. Même Les Gardiens de l'Éternité, qui est une autre trilogie spin-off de... Non, même Les Dragons de l'Éternité, qui est une autre trilogie spin-off des Gardiens de l'Éternité, que j'avais trouvé vraiment pas ouf, bah je l'ai préféré à ça. Parce que ça, c'était vraiment pas dingue. Mais bon, c'est comme ça. Normalement, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres. Je vous avais prévenu, j'ai beau avoir terminé ces livres. Ce n'était pas non plus un update de ouf, mais c'est comme ça. Ça arrive de temps en temps. Mon mois de novembre, globalement, était pas très ouf en termes de lecture et début décembre non plus. Hein. C'était pas dingue. Écoutez, c'est comme ça. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.